Je veux encore une fois prendre le temps de remercier Popeye Supplément. Je vous invite à vous rendre en magasin pour aller chercher des produits qui sont bons pour vous. Vous allez voir là, quand vous rentrez dans un de leurs nombreux magasins au Québec, il y a des suppléments à perte de vue. Puis même moi qui ai quand même un bagage de sportif puis de gars qui s'y connaît un peu, c'est trop pour que je sois capable de bien naviguer là-dedans. Mais heureusement, les gens qui travaillent chez Popeye sont là pour bien vous conseiller. J'ai racheté des suppléments que je sais comment prendre, mais on m'a fait changer le moment dans la journée où je dois les prendre. Ça fait toute une différence. Ça, c'est ce qui est applicable à ma réalité. Allez vous chercher vos suppléments à vous qui va vous aider à vous sentir mieux dans vos journées. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Chiller chez Boulet. Très très content de vous retrouver encore cette semaine. On va avoir, j'en suis certain, une super discussion avec mon invité. Mais avant de vous la présenter, je tiens à vous rappeler les messages habituels. Vous pouvez m'écouter à tous les matins à Week-end 99.5 avec la machine de guerre Mélanie Ménard, qui est une communicatrice formidable avec une vivacité d'esprit qui s'explique mal. En fait, il faut le vivre pour le comprendre. Mais Week-end 99.5 du lundi au vendredi, 5h30 à 9h avec elle, Marc-Antoine Nunez et Alec Charbonneau. Et je tiens encore une fois à remercier les suppléments Popeyes. De un, parce qu'ils m'épaulent dans ma remise en forme puis dans ma santé au quotidien avec les vitamines, acides aminés et les minéraux que je prends. Je vous invite à aller en magasin pour aller chercher la formule qui fonctionne pour vous. Et maintenant que c'est fait aussi, vous rappelez que le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming possibles, que ce soit Spotify, Apple Music. Pour ceux et celles qui sont intéressés à avoir les épisodes plus rapidement qu'une fois par semaine, vous pouvez vous abonner au Patreon. Aujourd'hui, je reçois Gabrielle Marion. Gabrielle, tu es la référence, je dirais, la plus grande référence qu'on a dans la communauté LGBTQ+. Ouais. Et je suis super content de te recevoir. C'est je ne vais pas dire un monde que je connais moins, mais avec lequel je suis moins familier. Ouais. Je te vois partout, je te suis sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu es ultra inspirante. Tu parles ouvertement de ton parcours. Puis je voudrais, qu'on en parle de ton parcours, comment tout ça a débuté, pas juste la vie publique, mais la jeune Gabrielle. Qu'est-ce qui a mené à ce que tu es aujourd'hui? Tu viens de Repentigny, probablement? Oui, je viens de Repentigny. Ouais, puis tu étais quelle sorte d'enfant en grandissant? Est-ce que tu planifiais avoir une vie publique? Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais? Bien, pas vraiment. En tant que tel, j'aimais beaucoup le divertissement, c'est sûr. Tu sais, j'ai toujours, admettons, j'ai suivi des cours de chant toute ma vie. J'ai toujours voulu être dans le divertissement, le acting, peut-être la musique. Ouais, ouais. Puis, avec le temps, la plateforme YouTube est sortie. Quand j'avais à peu près genre 18 ans, ça commençait à être un peu plus connu. Mm-hmm. Puis j'écoutais full de vidéos YouTube. Puis je me suis comme rendu compte que c'était une autre sorte de divertissement, un peu. Ouais. Un peu comme si je créais mon propre petit show. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, je vais commencer une chaîne YouTube. Fait que je faisais des vidéos vraiment random. Vraiment par rapport, des trucs un peu de beauté, des affaires drôles, des petits sketchs, genre... J'avais rien à faire chez nous, fait que je m'inventais quelque chose. Mm-hmm. Puis ça a commencé vraiment comme ça. Puis tout au long de ce parcours-là, je suis parti, je suis revenu, je n'ai fait, je n'ai pas fait. Mais tu sais, c'était pas une job. Tu sais, comme en 2012, là, c'était pas quelque chose avec lequel tu allais faire une carrière nécessairement avec YouTube. Non, on savait pas à quel point ça pouvait devenir quasiment un job. Là, exactement. Ouais. Tu sais, puis admettons au Québec, c'était encore moins. Tu sais, comme peut-être aux États-Unis, dans ce temps-là, ça commençait à être un peu plus des carrières, genre. Mais au Québec, pour vrai, il n'y avait pas grand-chose en 2012. Hein. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis c'était comme un peu une petite passion. Tu sais, quelque chose de juste drôle que j'aimais faire. Un petit à côté. Puis à un moment donné, c'est devenu ma job. Puis là, je me suis plus concentré là-dessus. Là. C'est devenu t'as changé de type de vidéo? Beaucoup. Ou ça servirait vers quoi? C'est sûr que, admettons, j'ai fait beaucoup de beauté à un certain point. J'ai été make-up artist aussi à un certain point. Fait que je faisais beaucoup de vidéos de ça. Puis quand évidemment, ma transition a commencé, moi, YouTube, c'est ce qui m'avait extrêmement aidé avec mon identité de genre à la base pour découvrir un peu ça. Puis, je m'étais dit, pourquoi est-ce que moi, je ne ferais pas la même chose que les gens qui m'ont inspiré des États-Unis? Parce qu'au Québec, il n'y avait personne qui faisait ça sur YouTube. Ouais. Fait que je m'étais dit, je pense que je vais me lancer là-dedans. J'ai fait mon coming out. C'était mon premier vidéo pour montrer à tout le monde que j'avais commencé ma transition.
Puis je l'avais pas dit à personne, j'avais pris une pause YouTube aussi à ce moment-là, mais comme je laissais des petits hints sur Insta, mais tu sais, Insta, j'avais genre 3000 abonnés, là, genre, il y avait rien de spécial. Insta, c'était moins, c'est ça, c'était moins populaire que celui aujourd'hui. Populaire, exact. Fait que c'est ça. Puis là, quand que j'étais bien avec moi, que j'avais atteint un certain confort avec mon identité, j'ai fait mon coming out. Puis à partir de ce coming out-là, l'engouement était énorme. Fait que j'ai décidé de tout filmer. J'avais déjà tout filmé avant, parce que quand j'ai fait mon coming out, j'avais déjà fait beaucoup de choses par rapport à moi. Et j'avais décidé de tout filmer ça. Fait que quand j'ai fait mon coming out, j'ai vu l'engouement. Tu parles d'opération? Tu parles de opération, mon processus hormonal et tout. C'est au moins 6 mois que ça avait commencé. OK. Fait que après ça, j'ai tout mis sur Internet, ce que j'avais documenté, toutes mes vidéos, toutes les chirurgies, tous les changements qui me sont arrivés. Puis à partir de là, ben, ma carrière a beaucoup plus... À quel point tu étais stressé de l'annoncer publiquement? C'était-tu quelque chose qui... genre, ça t'empêchait-tu de dormir? C'était quelque chose qui te stressait, la réaction des gens, comment ça allait être reçu? Pas vraiment, parce que j'ai été toujours une personne qui avait une grosse carapace à la base. Okay. Fait que, puis j'étais une personne très extravertie. Fait que je m'attendais pas à la négativité, puis je suis pas le genre de personne non plus qui réfléchit à la négativité. Pas s'accrocher à ça. C'est ça, pas du tout. Moi, je fais ce qui me tente, puis si les gens réagissent mal, les gens réagissent mal. Fait que c'était pas quelque chose qui me hantait vraiment. Puis on dirait que pour moi, c'était thérapeutique de le faire plutôt que de... Comment je pourrais dire? Je trouvais que c'était une bonne façon de faire mon coming out sans que ce soit trop, genre, officiel, mais ça fait quand même très officiel de le faire de même. Mais au moment où j'ai publié cette vidéo de coming out-là, les seules personnes que je savais, c'était mon père, ma mère, ma soeur, puis mes 2 meilleurs amis. Genre. Tu les avais avertis que tu allais le sortir publiquement? Oui, c'est ça. Tu sais, mettons, mes amis proches, tu sais, le travail le savait. Je travaillais dans une quincaillerie avant aussi. Fait que le travail le savait un peu que j'avais un processus qui commençait. Mais en tant que tel, le reste de ma famille, le reste de mes amis que je parle moins, tous ces gens-là ne le savaient pas. Fait que c'était comme mon coming out personnel, public, puis aussi à tous les gens qui me connaissent. Genre. Comment ça a été reçu? Vraiment bien. Ouais, hein? J'ai eu zéro négativité, zéro commentaire de hate. Au contraire, ça l'a emmené une espèce de une grosse vague d'amour, genre. Même des gens me textaient du secondaire, des ex que j'ai eu, plein de monde était comme « Oh my God, genre, I'm so proud of you ». Fait que comme ça me... Ça, c'est tellement motivant. Ben oui, après, pour la suite. Ta famille, quand tu les as avertis à l'avance, est-ce qu'ils s'en doutaient? Parce que tes parents, tes proches te connaissent au bout, ou ça a été quand même une surprise? Ça a été un peu une surprise. Puis moi-même, je trouve ça surprenant que c'était une surprise parce que j'étais une personne très extravertie. Ouais. Mais en même temps, je comprends leur surprise parce que justement, on dirait que je m'acceptais tellement en tant que Gabriel Jacques que j'étais avant avec un peu le make-up, super extraverti parce que tu sais, je faisais du maquillage, mais je me maquillais un petit peu quand même. Pas féminin, mais tu sais, comme fond de teint, tout le kit, whatever. Ouais. Puis je pense que. Puis j'ai toujours dit aussi au monde autour de moi qui me posait des questions là-dessus, parce que j'ai des amis aussi qui m'ont déjà demandé, tu sais, t'aimerais-tu ça un jour, comme être une fille ou faire une transition, whatever? Puis tu sais, ils voyaient que je suivais aussi sur YouTube des personnes transgenres, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, ben voyons donc. Ben non. Jamais. Mais tu sais, c'est comme le bout où tu fais le déni, genre. C'est comme ta phase déni, tu sais. Puis avec le temps, vraiment, j'ai réalisé ça. Puis je pense que je voulais aussi beaucoup le vivre toute seule à la base au début. Tu sais, je suis pas le genre de personne qui va commencer à dire « Oh my God, je vais faire ça. Oh my God, j'ai ça qui va m'arriver dans ma vie. » J'aime mieux vivre mes choses. Puis quand je suis sûre, quand je sens que je suis prête, là, j'en parle. Est-ce que des fois, puis je suis content d'entendre, parce que c'est le fun d'avoir des histoires positives de ce côté-là. J'avais animé une émission à l'époque, puis j'avais rencontré une personne trans, puis ça avait été beaucoup plus difficile, cette espèce d'annonce-là à la famille, la transition. C'était buté à vraiment des gens qui n'étaient pas ouverts d'esprit du tout, qui n'étaient même pas réceptifs. La difficulté, j'imagine, c'est que toi, tu y penses pendant des années, ça t'habite constamment. Absolument. Fait que dans ta tête, tu chemines, puis t'en viens à prendre la décision, comme tu dis, de façon réfléchie, puis de dire, je suis rendu là. Mais quand tu l'annonces, eux autres, ta famille, tes proches, ils n'ont pas eu ce cheminement. Partent de zéro, alors que toi, t'es rendu à l'étape 10. Ouais. Tu sais, fait que puis ça a été bien reçu de ce côté-là. Tes parents, ils t'ont dit quoi? Ils t'ont appuyé? Ben, ma mère, à la base, était un petit peu surprise. Comme dit, tu sais qu'est-ce que ça involve. Tu es sûr que comme tu veux enlever, supprimer tout ça de toi en tant que tel. Puis en même temps, mes parents m'ont toujours accepté comme j'étais. Puis pour eux, je pense que c'était plus l'idée. Puis même, surtout mon père, depuis toujours, son idée, c'était plus
de savoir à quel point j'allais être heureuse face à la société, face au monde autour, face au jugement, face à toutes ces affaires-là. Puis même étant, quand je me proclamais homosexuel, garçon, ça a toujours été la part de mon père aussi, que ma vie allait être un petit peu plus complexe qu'une personne cisgenre hétéronormative. Puis là, la transidentité arrive. Fait que là, pour eux, le stress est encore plus gros parce que j'avais aussi des plans financiers avec tout ça par rapport à mes changements et tout. Fait que là, mes parents étaient comme « Oh my God! » Genre, c'est quelque chose de gros, là. T'as eu 29 ans tout récemment. Bonne fête en retard, d'ailleurs. Cette transition-là, t'avais quel âge quand tu l'as amorcée? Quand je l'ai amorcée, j'avais 22 ans, si je ne me trompe pas. OK, quand même. Puis, tu sais, t'as annoncé au mois de décembre dernier, dans une de tes vidéos, que tu as investi beaucoup d'argent dans cette transition-là, dans les chirurgies. On parle autour de 100 000 sur 7 ans. Écoute, excuse mon ignorance, tu as commencé par quoi? Tu sais, t'avais-tu déjà ton plan de match de fait? Puis après ça, tu sais, parce que je pense très de façon, c'est peut-être mon volet sportif, mais tu sais, mettons, je me dis, OK, je veux devenir un joueur de foot pro. Entre où je suis aujourd'hui puis la fin de mon université, il y a 7 ans, 8 ans, peu importe. La première étape, c'est travailler ma vitesse. Après ça, tu sais, fait que, excuse le parallèle boiteux, là, puis peut-être des gens qui me jugent, qui nous écoutent, mais toi, dans ton objectif de dire « je veux devenir une femme », il y a des étapes à suivre pour le faire. Ça se fait pas par soi-même. Tu dois rencontrer ton médecin. Est-ce que tout était déjà planifié dans ta tête ou il y a des choses qui sont venues aussi en cours de route? Étrangement, c'était comme prévu sans être prévu. Il y a des choses à la base qui étaient prévues. Admettons, ma féminisation du visage, ça, je l'avais déjà prévu. Si, admettons, je pouvais pas me permettre de faire ces changements-là, j'aurais probablement pas commencé la transition à cet âge-là. Mais évidemment, avant ça, il y a tout un processus psychologique aussi. Fait que les psychologues, à chaque semaine, ça l'amène des coups beaucoup. Moi, je suis allé au privé. On peut des fois aller au public. Des fois, c'est un peu plus long à avoir des rendez-vous. Au privé, moi, je suis du genre à vouloir avoir de quoi hier. C'est ça. Fait qu'évidemment, j'ai investi là-dedans à la base. Puis je savais déjà que ma féminisation du visage, pour moi, était importante. Prioritaire. Pour me sentir bien dans ma peau, dans la société. C'est plate, mais c'est ça, on dirait dans ma tête, pas l'impression, mais ce que je dégage aux gens autour, je voulais me sentir bien, je voulais me sentir confortable. Puis j'avais pas envie full de vivre le petit côté awkwardness comme de l'entre-deux, même si je l'ai vécu quand même. Là. Fait que j'avais beaucoup de choses de planifier. La vaginoplastie, oh my God, c'est pas ça le mot. La vaginoplastie, elle était aussi prévue dans mon processus, mais je n'avais pas prévu nécessairement quand. Tu sais, quand que j'allais être prête, quand ça allait venir. J'ai attendu quand même longtemps. Des gens peuvent l'avoir dans la première année de transition. Moi, je l'ai eu à ma presque 3e année, mettons, genre 2 années et demie. Fait que c'était comme planifié sans être planifié. J'y allais à mon rythme, mais j'ai quand même essayé d'aller vite. La vaginoplastie. On retire le pénis, puis on reconstruit... on retire pas vraiment. Non, OK. Excuse mon ignorance, là, je connais zéro ça. C'est une technique d'inversion. Fait qu'en fait, on utilise tout ce que j'ai pour créer un vagin. OK. Tu sais, admettons qu'on pense à l'anatomie d'un homme puis d'une femme, c'est comme la même anatomie, mais de façon soit interne ou externe. Fait qu'on refait la même chose, mais de façon interne, avec les mêmes tissus, toutes les mêmes glandes, toutes les mêmes nerfs, C'est quand même fascinant. Puis je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour des garçons, des filles comme toi, qui peut-être il y a 40 ans se sentaient pas dans le bon corps, puis n'avaient pas l'avancement médical pour y arriver. Est-ce que tu te trouves chanceuse des fois de... À 100%. C'est un processus de combien de temps? La vaginoplastie? C'est une opération puis une convalescence, puis j'imagine qu'il y a des follow-up à peu près. Oui, beaucoup. Je te dirais, mettons, la vaginoplastie en tant que telle, c'est une opération de 2 heures, ce qui est vraiment pas long pour une opération. C'est aussi, évidemment, des médecins qui font ça à chaque jour. Genre, ils ont 3 vaginoplasties dans la même journée pendant 3 jours non-stop. Fait que, ils se connaissent très bien. C'est pas quelque chose de complexe pour eux. Et c'est sûr que le plus gros là-dedans, c'est la convalescence. C'est un 3 mois à ne pas pouvoir faire grand-chose, à être pas mal alité, à faire des dilatations, parce qu'évidemment, c'est quelque chose que tu dois prendre soin. Encore aujourd'hui, je dois en prendre soin. Il faut que j'essaie de garder la cavité ouverte, parce que c'est une cavité qui peut toujours se refermer un peu. La convalescence, c'est pas mal plus dur que le processus chirurgical, là, pour être bien honnête. Là.
La veille de cette opération-là, Ouais. c'est comme c'est un peu, j'imagine, irréversible. À partir du moment où tu fais le move, there's no coming back. Est-ce que tu doutais? Est-ce que tu étais nerveuse? Est-ce que tu te remettais en question? Pour de vrai, je pense que j'avais jamais été aussi sûr de ce que je voulais vraiment. Puis, c'est sûr, j'étais nerveuse parce que comme c'est une grosse opération, les opérations que j'avais eues avant ça datait quand même de comme presque 2 ans avant la vaginoplastie. Fait que, tu sais, il y a toujours le petit stress de, genre, aller sous le bistouri, là, veux pas. Mais en même temps, j'étais vraiment excitée de commencer cette nouvelle vie-là parce que pour moi, c'était vraiment le commencement de ma vie. Un nouveau départ. Là. Même si c'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessaire pour une personne transgenre de changer son sexe, son génital, tu sais. Mais pour moi, ça l'était parce que je me sentais pas bien avec ce que j'avais entre les jambes, ça me servait à rien. J'étais en couple aussi, et dans mon couple, ça ne servait à rien. Dans le fond, c'était quelque chose qui était là pour absolument rien. Fait que j'avais hâte de passer à cette étape-là, puis d'enfin me dire que tout est fait. Parce qu'au final, après, si j'ai d'autres chirurgies après, c'est du fla-fla. C'est genre un peu comme n'importe quelle femme qui décide de se faire les seins ou décide d'améliorer ça. Non, ça, c'est le plus symbolique aussi dans cet esprit-là. Ouais. Tu l'as fait, tu as parti ton processus de transition à 22 ans. Ouais. Fait que tu as eu le temps d'y réfléchir. Y a-tu un âge idéal? Y a-tu, des fois, on entend parler d'enfants qui sont plus jeunes, qui réfléchissent. Est-ce que tu j'imagine que c'est pas un one size fits all, là, mais y a-tu comme un âge où tu penses, où, hey, à cet âge-là, pense-y plus longtemps, encore un peu question d'être certaine? Ben, c'est sûr que je pense qu'il faut quand même avoir un certain vécu pour pouvoir prendre ce genre de décisions-là. Tu sais, j'ai eu un parcours sexuel avant, j'ai eu mon parcours identitaire où j'ai eu toutes mes petites phases. Expérimenté, là, tu sais. Exactement. Puis, je pense que c'est important de réfléchir pour se questionner à savoir, est-ce que c'est une phase? Est-ce que je me sens vraiment femme à l'intérieur ou si j'ai juste envie de m'exprimer en tant que femme? Parce que de nos jours, là, tout est possible, toute identité est possible, toute la façon de se présenter est possible. Fait que peut-être qu'au final, j'aurais juste aimé ça, pouvoir mettre des talons, mettre des robes, mais rester homme. Tu sais, comme, c'est quand même, ça reste complexe. Là. Puis ça, faut que tu as raison, tu sais, il y a probablement un moyen là, où t'es pas bien dans ta peau par moment, où tu aurais envie de... Puis c'est vrai qu'à cette heure, on peut être ce qu'on veut. Oui. Fait que d'être capable d'y penser assez longtemps pour mettre le doigt sur « Hey, moi, c'est ça. » Exact. Commencer à l'expérimenter un petit peu. Oui. Puis, tu sais, tu as choisi de documenter tout ce processus-là dans le but d'être productrice de contenu, aussi créatrice de contenu, à cause de ta chaîne YouTube, tout ce que tu fais sur Instagram, dans le but d'en inspirer d'autres, comme tu as eu certains modèles aussi. Ouais. C'est-tu une pression supplémentaire sur tes épaules? Parce que tu sais, ce que tu vis, c'est quand même tout nouveau. Là, tu le documentes. As-tu des fois, tu es écœuré de le documenter ou d'en parler? Ou? Honnêtement, pas vraiment parce que, en fait, aujourd'hui, je documente plus tant de choses là-dessus. On dirait que ça me manque. Parce que c'est spécial à dire, mais pendant toutes ces années-là, ma vie, elle a été seulement visée là-dessus. Tu sais, sur mes changements, travailler sur moi, présenter tout ça, faire du contenu là-dessus. Puis, il n'y avait jamais d'arrêt en tant que tel. Puis là, tu sais, maintenant que tout est fini et tout, dans le fond, là, je vis une vie bien ordinaire. Mon côté, j'ai plus grand-chose à... Non, t'es comme rendu... Y a-tu un... Tu sais, je t'ai présenté Gabrielle Marion, LGBTQ, femme trans. T'es-tu tanné de te faire présenter de même des fois? Y aurait-tu, tu sais, comme... parce que je pense à ma situation à moi, tu sais, puis... Tu sais, j'ai parlé ouvertement des enjeux que j'ai eus avec les dépendances. Puis à un moment donné, j'étais écœuré d'être identifié à ça. Puis j'étais comme... Arrêtez de me dire Étienne Boulay, ancien joueur des Alouettes, qui a eu des problèmes de dépendance. Tu sais, je fais d'autres affaires. Tu sais, j'étais un animateur, j'étais un ci, j'étais un ça. Fait que c'est un peu pour ça que je te posais la question. Tu as publié un livre en 2019 intitulé « Je suis Gabriel » avec les éditions de l'Homme, où tu as parlé ouvertement de ça. C'était-tu important d'être disponible multiplateforme? Tu sais, dans le sens où t'es accessible via les réseaux sociaux, les plateformes de streaming. De l'être aussi dans un livre, c'est important pour toi? Premièrement, c'était un projet que jamais dans ma tête j'aurais pensé faire.
on m'a approché pour le faire. OK. Puis je trouvais ça intéressant dans le sens où ce livre-là va beaucoup plus deep que ce que je montre sur les réseaux sociaux. Tu sais, je montre tout ce qui est important. Dans le livre, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes, qui font un peu plus, genre un rappel psychologique autre que physique, parce que sur ma chaîne YouTube, oui, il y a du psychologique, mais c'est beaucoup plus physique. Puis dans le livre, il y a tout le processus de l'âge de 6 ans. Fait que, tu sais, oui, ma transition, mettons, je l'ai commencé, mon processus à l'âge de 22 ans, mais au final, ce processus psychologique-là a commencé au moment où j'ai eu conscience de moi, tu sais, le conscience de qui j'étais, tu sais. Puis ce livre-là va beaucoup plus profond dans des petites affaires qui font quand même toute une différence dans un processus de vie. Tu sais, des fois, il y a des petites affaires, des petits traumas, des petites situations, des petits souvenirs qui font en sorte qu'aujourd'hui, je suis la femme que je suis. Fait que je trouvais ça quand même important, puis je trouvais ça intéressant de présenter ça au public pour qu'il y ait une autre phase de genre « Ah, la fille qui fait toutes les chirurgies sur YouTube, ah, nice », mais comme, il n'y a pas juste du nice. Tout ça part. Mais tu as raison qu'un livre permet ça, d'aller plus en détail dans certaines situations, puis de vraiment expliquer de façon précise d'où tout ça part. Est-ce que... j'imagine que tu dois recevoir des tonnes de messages de gens que ça rejoint, peut-être même de parents ou amis qui font comme « Oh boy, j'aimerais ça que mon garçon ou ma fille te lise ou t'écoute. » Oui, à 100%. Puis c'est ça qui est cool avec ce livre-là, c'est que c'est pas juste un livre qui est comme dédié aux personnes qui vivent ça. C'est aussi dédié aux gens autour qui s'y connaissent pas, qui n'ont aucun contact avec ce milieu-là. Puis tu lis ça, puis tu avais peut-être une pensée par rapport au sujet. Puis après lire ça, tu es comme « Aïe, j'avais pas vu ça comme ça, tu sais. » Puis ça l'amène beaucoup de parents qui lisent ça, que leur enfant vit peut-être ça, puis ça donne un peu d'espoir aux parents qui pensent que life is going to be rough, genre. Ouais. C'est comme ma vie est pas rough du tout, tu sais, puis c'est possible aussi. C'est sûr que pour d'autres situations, il y a des gens qui le vivent plus difficilement. Ouais. Mais je pense que c'est une petite lueur d'espoir aussi pour des parents qui pensent que leur enfant va tomber dans la déchéance quand ça n'a pas rapport. C'est ça, tu es un beau modèle, tu as l'air épanoui, tu sais, alors que je pense que des gens comme moi qui connaissent pas beaucoup ça, tu mentionnais les gens qui connaissent pas beaucoup ça, il y en a quand même pas mal. Ouais. J'imagine qu'on la question de tout parent, c'est de elle va être plus heureuse après? Oui, c'est ça. Moi, mes parents, c'était ça leur stress, là. C'est ça va-tu vraiment changer quelque chose? Puis clairement, c'est le cas. Est-ce que tu trouves les mentalités s'en vont dans la bonne direction en 2022? As-tu l'impression qu'on... Je pense que oui, moi. J'ai l'impression que oui. Parce que c'est ça, au Québec, des fois, c'est pas tout le monde qui est avancé dans leur façon Québec de penser. ou partout ailleurs aussi. Oui, c'est ça, partout ailleurs. Là. Mais j'ai l'impression que là, ça va vraiment vers le bon chemin. C'est bizarre à dire, mais je trouve que les médias ont beaucoup, beaucoup d'impact là-dessus. Parce que dans le temps que j'ai commencé, j'avais aucune visibilité. Il n'y avait aucune visibilité sur la transidentité, même sur l'homosexualité. Il n'y en avait pas beaucoup. Je n'ai pas vraiment vu de pub en 2012 de couple homosexuel ou comme juste avoir un peu cette image-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quasiment trendy pour une compagnie d'avoir ce genre d'image-là qui fait en sorte que les gens se sentent à l'aise d'être qui ils sont vraiment. Exactement. Mais tu as raison. Moi aussi, je suis un éternel optimiste puis j'ose croire qu'on s'en va dans la même direction. Mais par contre, des fois, je peux pas m'empêcher de réaliser qu'on n'avance pas tout au même rythme. Ah, absolument. Tu habites Montréal. Ouais. Y a-tu, j'imagine que tu te promènes un peu aussi, y a-tu comme, je veux pas commencer un débat métropole versus banlieue, mais tu sais, j'imagine qu'il y a des gens qui comprennent moins un peu tout ce qui se passe. Comment tu réagis aux commentaires du genre qui sont souvent liés à l'ignorance? C'est du monde qui n'ont jamais vécu ça, qui ne comprennent pas ça. Est-ce que tu essaies de leur faire comprendre? Est-ce que tu lâches prise? Comment tu gères ça? Bien, c'est sûr qu'on a toujours envie de se battre un peu pour ses convictions, genre. Mais en même temps, c'est pas ma bataille nécessairement. C'est comme moi, j'ai fait ma partie en présentant tout ça. Tu le prends ou tu le prends pas. Quelqu'un va dire quelque chose ou un commentaire. Des fois, ça peut être quelque chose qui va me trigger un peu, puis là, je vais avoir envie de répondre, genre quelque chose. Juste pour faire réaliser la personne un peu. Mais des fois, en même temps,
faut lâcher prise non, c'est là-dessus ça. parce que même peu importe ce que je vais dire, ça changera rien, là. Essayer d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie de le comprendre. Ben, c'est ça. C'est toi qui perds ton temps. Exactement. Mais ça ne doit pas être évident. Tu as lancé aussi ta web-série Gabriel Marion sans filtre, Oui. qui est diffusée nouveau. Est-ce Ouais. que c'est encore en C'est ondes encore présentement? en ondes, c'est encore en ligne, oui. Puis ça a commencé quand? My God, je pense que c'est en 2019 aussi. Est-ce que ça va revenir? Est-ce que ça continue? Pour le moment, non. Pour le moment, non. C'était vraiment... Parle-moi du projet. C'était quoi le concept? C'est quoi comment ça le fonctionnait? concept, c'est un peu de rentrer, tu sais, comme un peu de télé-réalité. Genre, rentrer dans ma vie sous tous mes angles. Parce que sur Internet, il y a la fille glamorous, super axée sur le paraître. En tout cas, on dirait que je suis axée sur le paraître, sur le superficiel et tout. Mais il y a aussi un côté de moi où je suis une personne extrêmement normale. Je travaillais dans une quincaillerie pendant 10 ans, un centre de rénovation. Ouais. Fait que dans cette série-là, on essaie de montrer un peu toutes les facettes, aussi en tant que la transidentité, que juste montrer l'envers du décor de comme, tu sais, peut-être que les gens pensent que c'est ça, mais en fait, ma vraie vie, c'est ça, tu sais. Fait que c'est un peu de juste démystifier un peu l'envers du décor d'une influenceuse. Hein. Mm-hmm. Quand les gens t'écrivent ou te posent des questions sur ton processus, te dire que te disent que tu es inspirante, puis qu'eux autres te posent des questions sur leur réalité, comment tu réagis? Tu sais, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui se pose des questions? Mais c'est sûr que, premièrement, je suis touché, fait que je leur dis que ça me touche, qu'ils viennent à moi pour se confier un peu à ça. J'essaie de donner un petit peu... Tu sais, j'essaie de donner du mieux que je peux de l'aide, mais évidemment, je ne suis pas psychologue, je suis une personne de référence pour mon vécu, mais je ne suis pas une référence en termes médicaux. Fait qu'évidemment, je leur dis, tu sais, c'est important d'aller voir un psy, puis il n'y a rien de tabou à aller voir un psychologue, une sexologue, pour essayer de parler un peu de tout ça, puis voir où est-ce qu'on peut aller avec ça. Je donne des petites références, j'essaie de leur dire que comme, you can do this, tu sais. Mais évidemment, c'est pas ma place non plus de être extrêmement comme si je savais tout, je sais pas tout. Puis encore aujourd'hui, j'en apprends encore. Là, fait que... Qu'est-ce qu'on dit le plus souvent comme témoignage, tu sais, quand on t'écrit? Souvent, on me dit merci de m'avoir inspiré à être moi-même. Puis des fois, c'est même pas nécessairement juste des personnes transgenres, mais des personnes qui sont fluides dans leur genre, tu sais. Puis c'est souvent pour me dire que je les inspire à être eux-mêmes. Puis mon message, au final, c'est ça, tu sais, juste be yourself. Sois toi-même, peu importe qui tu es. Tu sais. Moi, je parle des transidentités, mais il n'y a pas juste la transidentité dans ce message-là. Tu sais. Moi, c'est la notion de respect aussi, tu sais, respecter les autres. Puis je sais que il y en a qui sont pas rendus là, tu sais, à comprendre ça, mais le concept de vivre et laisser vivre est bien, bien important. Tu sais. Puis je trouve ça le fun. Puis je me questionne, tu sais, on parle de Gabriel Marion, on te voit sur les réseaux sociaux, on peut te lire, on peut te voir à nouveau. Il est toujours question de communauté LGBTQ, de ta transition. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse d'autre? C'est quoi tes autres champs d'intérêt? C'est quoi les autres trucs qui t'allument? Y a-tu... Ben, tu sais, évidemment, comme j'ai joué aussi dans des films, comme il y a un film là, qui va sortir bientôt qui s'appelle Le Purgatoire des Intimes. Tu sais, j'adore tout ce qui est au niveau du divertissement. J'adore la musique. Tu sais, j'ai fait beaucoup de musique dans ma vie. C'est pas quelque chose que professionnellement j'exploite. C'est quelque chose que je pourrais exploiter, mais en même temps, c'est une vulnérabilité de moi. Fait que c'est pour ça que j'exploite pas nécessairement ça. Mais tout ce qui est artistique, j'ai fait de la peinture beaucoup. Je suis une personne encore à découvrir dans plein de champs, mais je n'exploite pas ça. Mais tu le mets pas de l'avant. Rappelle-moi le nom du film Le Purgatoire des Intimes. Le Purgatoire des Intimes, puis tu as joué dans le Lorsque long-métrage le cœur dérange aussi. Ouais. Fait comment t'en es venu à... T'as-tu pris des cours pour devenir comédienne ou t'as... J'ai pas pris... J'ai fait beaucoup de théâtre au secondaire, évidemment, mais j'ai pas pris de cours en tant que tel. On m'a approché à la base pour Lorsque le cœur dérange. Okay. J'ai fait les auditions. C'était quoi le rôle? J'étais une secrétaire d'avocat. Okay. C'est pas le plus gros rôle qui existe. Non, mais c'est trippant, pareil, comme première expérience. C'est une petite expérience sur un plateau. J'avais jamais vécu ça, une journée complète à faire les mêmes répliques, à refaire. C'est quelque chose, à un moment donné, t'es fatigué. À la fin, je riais vraiment pour rien, puis c'était des scènes dramatiques. Ah ouais? Comme pour moi, c'était comme... On faisait des jokes, puis c'était vraiment pas drôle, la situation, mais c'était vraiment cool. Puis on dirait qu'en faisant ça, j'avais déjà été sur plein de plateaux de tournage, j'avais fait plein d'entrevues et tout, mais de vivre avec le petit stress de genre, t'as un
texte, tu attends la réplique de l'autre, il faut que tu saches les répliques de l'autre. Un rôle de composition. C'est ça, il faut que tu te mettes dans l'environnement puis que tu sois dedans. C'était vraiment intéressant, j'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que c'est pour ça qu'après ça, j'ai fait les auditions pour le Purgatoire des Intimes, que j'ai un plus gros rôle. Là, je joue une escorte, admettons. OK. Et j'ai un plus gros rôle quand même. Puis c'était encore plus trippant. C'était des Est-ce journées. qu'il est sorti, le film? Pas encore, il va sortir. Je pense que la première devrait être en juin. Wow. Fait que ça devrait Ok, sortir c'est en excitant, juin. là. Oui, puis il y a un casting incroyable. Le Normand d'amour. Tu sais, il y a vraiment du monde vraiment fou. Fait que c'était encore plus intéressant parce que là, tu joues avec des gens qui sont. Tu sais, moi, je suis là. Puis eux sont là. Hey, là. c'est impressionnant. Oui. Je connais le. Écoute, j'ai eu un. Écoute, je vais même pas dire un rôle, c'est tellement plus petit que ça, mais j'ai joué Georges Saint-Pierre dans le Bye Bye OK, ouais. il y a quelques années. Puis, tu sais, les comédiens et comédiennes du Bye Bye, c'est nos top du top. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'arrive pour aller me faire maquiller, puis t'as Marc Labrèche. Tu sais, t'as tous les grands, les grandes, puis même moi, j'étais comme, oh boy, tu Shit sais, de merde. je vais pouvoir name dropper que j'ai joué avec eux, tu sais, alors que j'ai pas joué partout. Mais c'est ça. Puis, de quelle façon tu. Parce que j'aime ça parler de mindset et d'attitude. Puis ce qui m'impressionne de toi, c'est. Tu sais, tu as parlé que tu avais une grosse carapace. Tu as surtout l'air de juste être bien, et être toi-même, puis te foutre de ceux qui sont pas dans la même mentalité que toi. Est-ce que je me trompe? Tu te trompes pas du tout. Fait que, tu sais, au niveau. Au quotidien, comment tu te réveilles-tu de bonne humeur? Ou, tu sais, quand tu l'es pas, comment tu. C'est quoi que tu fais pour essayer de on sort. Ça fait 2 ans qu'on est en pandémie. Ouais. C'est lourd depuis, tu sais, pour Ouais. beaucoup de gens. Je veux savoir, c'est quoi ton truc pour aller bien, tu sais? C'est une bonne question. Je sais pas. J'ai toujours été une personne avec un bon mindset. Est-ce que tu l'entourage, les gens qui, tu sais, Pas vraiment. Ben comme oui, c'est sûr que ça a un impact. Tu sais, comme je m'entoure de positivisme. Genre. Mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu plus dur. Là. Je suis comme, tu sais, comme là, je suis tanné. Là, puis genre, tu sais, comme je fais pas grand-chose dans ma vie. Fait que c'est un peu plus dur psychologiquement. Mais mon entourage, mes projets ou juste être bien avec moi-même, ça fait, je trouve, une énorme différence. Puis j'ai toujours été une personne positive. J'ai jamais vu les choses de façon négative. Ouais. Fait que, tu sais, comme ça se peut que des fois, j'avais pas une bonne journée, que je sois lourde, là, que j'ai, je sais pas, moi, j'ai quelqu'un, puis j'envoie des gros messages textes parce que, comme, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie personnelle. En majuscule. En majuscule, c'est ça, t'es comme. Mais, en même temps, ça l'affecte pas mon mindset. Je pense que quand on est super bien avec soi-même, puis que la vie va bien en tant que telle, tu sais, j'ai aucune raison de me plaindre. Fait que pourquoi est-ce que je serais dépressif, genre, tu sais? T'as-tu quelqu'un en particulier que t'appelles? T'as-tu comme. J'ai un safe space. Ouais. Puis je pense que c'est important d'avoir un safe space. Je me suis rendu compte justement de cette importance-là avec notre environnement. Puis tu n'as pas besoin d'avoir 27 000 amis parce que tu ne seras pas plus heureuse ou heureux en ayant plein de monde un peu partout. Quand tu as un safe space, tes meilleurs amis, ta famille, tu sais, avoir un safe space, ça change absolument tout. Puis si ça va pas, tu t'entoures de ces gens-là, tu te sens bien, puis on trouve toujours moyen de ramener un peu les choses sur la table, tu sais. Puis de ramener les choses dans le vrai aussi, tu sais, parce absolument. que, tu sais, puis moi, le premier, quand tu es active sur les réseaux sociaux, C'est dur, des fois, tu vas chercher des fois l'approbation des gens à travers les j'aime, à travers les messages que tu reçois. Ouais. Puis, à un moment donné, tu réalises comme ces gens-là, c'est pas mes... C'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, c'est quelqu'un que je respecte parce que je vois, mais je suis jamais allé souper avec, je suis jamais, tu sais, jamais venu à la maison. Fait que de revenir sur le plancher des vaches, puis de décrocher. En tout cas, moi, je trouve que c'est surtout ces temps-ci, là. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Oh my God. Puis j'essaie d'utiliser les réseaux sociaux et non de me faire utiliser dans le sens où je publie, puis c'est une belle vitrine, puis c'est le fun, mais de pas tomber rapidement de l'autre bord où là, tu es enivré, puis tu scrolls. C'est la seule importance là, qui fait en sorte que tu Tout se passe là, puis des fois, on a l'impression aussi que là, tu as une opinion sur quelque chose, puis il faut absolument que tu la partages. Tu sais, comme ça va loin, je trouve. Mais je me suis beaucoup détaché de ça, justement. Je pense que des fois, les réseaux sociaux, il y a eu un temps où
c'était quelque chose de le fun, que c'était que oui, c'est une job, mais en même temps, c'est le fun, puis c'est plein de choses que tu partages et tout. Puis j'ai l'impression que plus ça avance, plus les réseaux sociaux deviennent un peu toxiques. Tu sais, c'est beaucoup plus du opinion, il se passe ça, les potins, on détruit la carrière de quelqu'un, on détruit la carrière de quelqu'un d'autre. Tu sais, à un moment donné, ça devient lourd, puis il faut apprendre à décrocher de ça, puis ne pas... C'est pas parce que ma photo a moins de likes que l'autre d'avant que je suis comme... j'ai envie de la poster la photo, les gens l'aiment ou ne l'aiment pas. Ouais. Mes stats sont bonnes ou pas bonnes. Mon nombre d'abonnés est moins que l'autre. Ça veut absolument rien dire. Tu sais, absolument rien. Puis il y a beaucoup de gens qui sont tellement grindés là-dessus, mais au final, tu peux avoir 400 000 abonnés. Puis moi, j'en ai peut-être 50, mais mon audience, les gens qui me suivent, c'est des gens qui me suivent pour vrai depuis toujours. Puis au pire, même si mon chiffre descend, les gens qui sont là, c'est les importants. C'est ta communauté de gens qui sont engagés puis qui te suivent pour les bonnes raisons. C'est une drôle de période avec ça. Puis c'est drôle parce qu'on dirait qu'avec la plupart des invités qui viennent ici sur le show, on finit souvent par avoir une petite discussion sur les réseaux sociaux. Mais je trouve ça intéressant que quelqu'un comme toi qui utilise ta tribune pour essayer de... pas essayer pour documenter ta transition, pour en aider d'autres. Tu t'en vas où là, dans tes projets? C'est quoi la suite? Parce que tu l'as comme dit, il n'y a pas qu'il y a une finalité, mais tu es rendu là. Ouais. Après ça, tu as bâti une communauté qui te suit et qui aime ça t'entendre. Ouais. À quoi ils peuvent s'attendre, les autres, de la suite de Gabriel? Pour le moment, honnêtement, j'ai pas de projet précis. Je pense que je me concentre beaucoup justement sur vivre ma vie au jour le jour. Et j'essaie de justement un peu, pas me détacher des réseaux sociaux, mais j'essaie d'y mettre moins mon focus. Genre, si j'ai d'autres projets, ça va être comme le film là, va sortir. J'ai pas, tout le monde me demande un deuxième livre. J'ai pas de deuxième livre qui est en route en tant que tel. J'ai envie de me concentrer sur des choses que j'aime. Hein. Puis si ça en vient des projets, ça en vient des projets. Je pense que je suis comme un peu dans une ère en ce moment où je fais des vidéos si j'ai envie de faire des vidéos. Ouais. Si je ne sens pas le besoin de le faire ou je me sens juste, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas parce qu'il faut que je le fasse. Si je pose des photos, c'est parce que j'ai envie de poster des photos. Je ressens plus la pression de devoir faire ça. Je pense que j'ai fait ma job. J'ai bâti ce que j'avais à bâtir. Puis après ça, le reste, c'est du plus. Je vis bien ma vie. Puis en même temps, je garde mes pieds à terre avec j'ai un travail quand même un peu là, comme temps partiel en médico-esthétique. Okay. Fait que j'aime avoir la vie des réseaux sociaux qui est un petit peu éphémère, qui est un peu, t'as pas d'horaire, t'as aucune structure. Pour avoir aussi une structure quand même de travail à côté, les pieds à terre avec des gens normaux. Les gens sur les réseaux sociaux sont normaux. Stabilité aussi. Exactement. J'aime ça quand même si je pourrais que faire ça. Je sais très bien que ça ne va pas m'emmener dans nécessairement un bon mindset autant que si j'avais quelque chose sur le côté. T'sais. C'est intéressant parce que je trouve ça important puis d'avoir un pied des deux bords. Oui. Il y en a un qui, j'imagine, te garde groundé puis je peux pas m'empêcher de penser à certains influenceurs ou créateurs, créatrices de contenu. On a toute l'histoire de Tulum là, qui s'est passé, qui a brassé. Puis il y a une partie de moi qui a beaucoup, beaucoup d'empathie pour les gens parce qu'on dirait qu'à partir du moment où tu deviens influenceur et c'est ton 100%, c'est facile de s'y perdre. Ben oui. Puis les gens que tu côtoies ou avec qui tu échanges sont comme ça à 100% aussi. Puis il y a comme un côté narcissique, égocentrique où on a l'impression qu'on est important, ben oui. que je dois publier pour mes gens, je dois tout documenter, je dois aussi... Ouais. C'est facile de tomber dans ce pattern-là, ben oui. Mais comme tu as un pied de l'autre bord, ben, tu côtoies aussi des gens qui ont pas ce genre un quotidien un petit peu plus axé sur le moment présent. Là, fait que ça t'aide beaucoup, j'imagine. Énormément. Puis c'est vraiment important pour moi parce que je me vois pas que me concentrer là-dessus parce que justement, tu perds toute la notion de la vie en tant que telle. Ouais. Tu sais, je veux dire, pas de pied à terre, là. Puis c'est tellement un monde, tu sais, c'est vraiment un monde éphémère. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Demain, un scandale. Tu perds à peu près tout ce que tu as sur le moment. Puis dans le fond, c'est ta vie, là, parce que tu consacres ta vie à ça. Ouais. Ça devient vraiment un peu toxique à quelque part. Fait que je pense que c'est important d'avoir son petit pied à terre à quelque part puis de se concentrer sur d'autres choses aussi. C'est touché. Puis je pense avoir été chanceux dans cet esprit-là où
sais, quand j'ai joué au foot, puis après une carrière de 7 ans pro, tu prends ta retraite, puis là, tu reviens un peu à la réalité, Ouais. puis tu te rends compte, hey boy, tu sais, moi, jusqu'à l'âge de 30 ans, ma T'avais job, juste ça. c'était de courir après des ballons, puis cogner du monde, puis de partir en avion avec une gang, d'aller jouer une game, de rester en ville là-bas, de faire le party, de revenir. Ouais. C'est Troublant un peu. Ben oui, puis t'es comme dans ta petite micro-société d'équipe. Oui. Tu sais, on se parle d'une certaine façon. Quand il y a un problème dans l'équipe, ça lève le ton. Puis, tu sais, j'ai vu des batailles dans le vestiaire. Puis c'est pas pour je veux dire, il y a du côté toxique dans tous les domaines, Oui. mais le sport professionnel fait en sorte que quand tu arrives puis tu rencontres quelqu'un qui a pas fait de sport professionnel, c'est pas la même réalité que nous autres. Tu sais, moi, des fois, les games étaient le dimanche, fait qu'on pouvait sortir faire le party le lundi soir. Fait que cette transition-là, je pense, à me grounder. De toute façon, pendant cette transition-là, j'avais des enjeux de dépendance aussi. Fait qu'il a fallu, comme tout était à refaire, mais ça m'a aidé à réaliser que ce que j'ai vécu, c'est extraordinaire. Puis c'est spécial, puis je vais chérir ça pendant longtemps, mais ce n'est pas la vraie vie. Ben non, absolument. Le après, tu peux pas commencer à vivre comme tu vivais quand tu jouais au foot pro. C'était une petite micro-société qui a existé pendant que c'était le temps. Fait que c'est un peu la même chose avec les réseaux sociaux. Ben oui. C'est vraiment... Puis j'en parle parce que même moi, je trouve que c'est un terrain glissant, même pour moi, qui est père de famille, qui est ci, qui est ça. Puis à un moment donné, je trouve que j'ai de la documentation facile sur le téléphone. Hier matin, là, on est lundi, pour ceux qui l'écoutent. Là, désolé, on les sort les jeudis. On les enregistre les lundis. Mais hier, on était dimanche. Ouais. J'étais avec les filles sur le divan. Un super beau moment. Là. Comme on vient de se lever, Maïka dort encore. J'écoute Peppa Pig pour la 2 millième fois à la télé. Puis j'ai les deux filles, Anna, 7 ans, Livia, 2 ans, collées sur moi. Puis j'ai tout de suite le réflexe, prendre une photo. C'est trop cute. Ouais. Puis je l'ai pas fait, parce que j'ai dit, comme tabarnane. Premièrement, c'est la même photo que j'ai déjà prise 1000 fois. Ouais. Puis là, je suis bien. T'as-tu le droit de juste être bien? Puis Ben lâche oui. ton esprit de sel. Là. À 100%. J'ai appris ça avec ce job-là, tu sais. À un moment donné, c'est comme tu vis des événements, tu vis des choses, puis tu sais, dans le temps, mettons, je vloguais tout ce qui se passait dans ma vie. Mais je me rendais compte que je ne vivais pas vraiment ce que je vivais présentement. Je le vis pas, là, je suis là avec mon téléphone, ma caméra, puis tout. Puis au final, j'ai passé ma journée sur un téléphone ou sur ma caméra. Puis là, j'ai réalisé que j'ai envie de vivre les choses à 100% parce que tu les vis jamais à 100% quand tu es toutes ces Non, ce que tu distractions-là. vis, tu le vis à travers la vidéo que tu regardes, oui. que tu as filmée, Oui. mais tu n'as aucune image dans ta tête du Exact. moment où tu étais là. Ben oui, des fois, je suis nostalgique, je vais voir des vieilles vidéos de vlogs, d'événements, de trucs que j'ai fait. Je suis comme, oh my god, c'était tellement cool. Puis je me souviens quasiment même pas de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je regarde ma vidéo pour me souvenir de l'événement. Ouais. Tu sais, ça n'a pas de sens. Hein. Il y a du beau, évidemment, dans cette technologie-là, mais c'est touché. Puis c'est pas pour rien que je suis très, très sensibilisé à tous les enjeux de dépendance, mais la plupart des centres qui traitent les dépendances ont maintenant rentré la cyberdépendance Ouais, ben là-dedans aussi. C'est délicat, puis ça va vite. Puis comment tu vois la suite au niveau des réseaux sociaux? Tu as dit que tu y vas à ton rythme, c'est ça? Puis tu ressens pas de pression, même si tu t'es bâti une communauté. Tu as ton film qui va sortir. Ouais. T'as co-animé, tu me disais avant qu'on rentre en ondes aussi, un podcast avec Philippe Cormier, justement, le réalisateur. Le réalisateur du film, oui. Puis ça, as-tu des ambitions d'animation? T'as-tu des... Évidemment, j'aimerais ça. C'est sûr que j'aimerais ça. Ça a toujours été un aspect pour moi. Tu sais, j'ai été au cégep aussi en communication. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais. Mais pour le moment, je ne suis pas sur les démarches nécessairement pour ça. Mm-hmm. Mais évidemment, si l'opportunité arrive, je la prends. Tu sais. Ouais. Y a-tu... on va en profiter pendant que tu es là, mais communiquer avec qui pour te rejoindre? Tu sais, les gens qui veulent te rejoindre, ils passent par où? Ah, ben par mon agence. Là. Évidemment, j'ai mon courriel sur tous mes réseaux sociaux. Ouais. Fait que c'est tout, ça se passe tout par courriel hein, maintenant. OK. Fait que c'est mon agence. Là. Évidemment, j'ai une agente. Puis c'est elle qui gère tous mes trucs à peu près. Là. Fait que... S'il y a des gens intéressés avec des projets, là, allez sur Instagram, mon courriel est là. Y a-tu quelque chose dont j'ai pas parlé qui serait que tu as envie de mentionner? Comme je te l'ai dit avant de rentrer en ondes ici, là, c'est shameless plug. Là, comme tu vois, il y a tu sais, moi je plug mes produits, puis je veux. C'est un peu l'esprit derrière le podcast, c'est de pouvoir permettre à d'autres de partager leur histoire inspirante puis leur mentalité. Tu sais, j'ai comme. Je pense que tu as tout dit pour vrai. Non, t'es bien fin. Oui, c'est vrai. Tu as parlé de tous les projets, de tout ce qui s'est passé dans ma vie.
Fait que tout est dit. Marc-Antoine, Tout est good dit. job à la recherche. Je dois name dropper Marc-Antoine. J'adore. Non, mais j'ai des journées de fou, puis une chance qu'il est là Oui. pour m'aider. Mais t'es vraiment inspirante. Puis tu sais, je te suis sur les réseaux sociaux, comme je te disais, puis je te connaissais pas tant. Mais je trouve qu'on a grandement besoin ces temps-ci de personnes qui rayonnent, qui sont nourrissantes. Puis une affaire que je dis souvent aux gens, aux jeunes et moins jeunes, c'est, tu sais, regarde qui t'entoure, particulièrement en temps de pandémie, parce que on est tous un petit peu plus fragiles que d'habitude. Puis si tu te tiens avec des personnes qui te grugent du jus puis qui te tirent vers le bas, il y a des chances que ça soit encore plus difficile dans ta journée puis tu vas être pareil. Mais si tu te tiens ou si tu suis, tu sais, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Qu'est-ce que tu écoutes? Tu sais, fait que j'encourage les gens à aller s'abonner à ton compte parce que ça m'a fait du bien, cette jazzette-là aujourd'hui, Gabriel. Moi aussi, j'aimais ça. Merci de t'être déplacé. Je vais suivre avec attention la sortie du film au mois de juin-juillet. On ne sait plus trop maintenant avec les salles de cinéma. Ouais. C'est complexe un peu, là, mais juin, ça devrait. Parfait. Puis merci beaucoup de t'être déplacé. Je te souhaite la meilleure des chances pour la suite. Merci toi aussi. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous rappelle, pour ceux et celles qui sont intéressés, allez la suivre sur tous ses réseaux sociaux, sa chaîne YouTube, pour s'il y a des entreprises qui sont intéressées à travailler avec, le courriel de son agence est sur ses plateformes. Puis sinon, je vous rappelle que Week-end 99.5, c'est là que ça se passe, les matins de 5h30 à 9h. Puis si vous avez envie de vous refaire une petite santé et d'avoir un petit coup de main supplémentaire au niveau de la supplémentation, ça se passe chez Popeyes. Ils ont 32 magasins à travers le Québec. Ils s'y connaissent pas mal plus que moi quand je vous en parle ici à travers le podcast. Fait qu'allez les rencontrer. Gabriel, merci. Bonne journée tout le monde.